C'est pour ça que c'est incroyable. Il paraît que les 15 coups, c'est-à-dire les 4 coups à la frame, notamment le coup, il faut sauter au milieu, il y a des bouts qui sont débiles, et après il passe. C'est absurde. Bonjour tout le monde. Beaucoup mieux quand on appuie sur le bouton on. Du coup, bienvenue au SFPO, du thème de l'AFSI. Est-ce qu'il y a beaucoup de monde qui fait son premier SFPO? Est-ce que vous pouvez lever la main, s'il vous plaît? Merci de savoir. Ah, quand même, ok, super. Du coup, cette présentation ne sera pas inutile. Du coup, qu'est-ce que c'est l'AFSI? Rapidement, l'AFSI, c'est là pour promouvoir l'utilisation de Symfony. Et c'est une association totalement indépendante, malgré le fait que la FUC ne rechigne jamais à nous aider. Et c'est un peu présent partout en France. Voilà. Par contre, pourquoi c'est indépendant, etc. En fait, le principe de l'AFSI, c'est que ce n'est pas une réelle association, mais une association de fait. Donc, il n'y a aucun statut qui a été monté. C'est une décision qui a été prise à plusieurs sur la mailing list. Mailing list à laquelle tout le monde a accès. Donc, si vous voulez aider à l'organisation de quelque chose ou tout simplement présenter quelque chose, n'hésitez pas. Parce que ça serait bien de prévoir un peu plus à l'avance la SFPO, ça serait bien qu'on en ait vraiment tous les mois. C'est un peu compliqué à organiser parce qu'on est très nombreux dans l'organisation. Donc vraiment, n'hésitez pas à venir faire l'édifice. Bon voilà, c'est ce que je disais, si vous voulez présenter quelque chose, un modèle, une feature, une appli, voilà. Si vous pouvez héberger, si votre entreprise peut héberger, c'est également très apprécié parce que du coup, chaque mois, on essaye de tourner dans une autre entreprise qui n'a pas fait le SFPO dans l'année, de préférence. Donc voilà, donc c'est toujours sympa s'il y a une entreprise qui veut bien aider à l'organisation. Donc tout ça, ça se passe sur la mailing list. Sur la mailing list, sur Twitter, on met quelques informations. Et bien sûr, la mailing list, en fait, elle est sur Google. Donc c'est un nouvel groupe, le groupe de la CI. Tout se passe là. Et sur le Meetup. J'avais commencé il y a quelques temps à faire les petites dernières news qui viennent de sortir dans Symfony et apparemment tout le monde avait bien aimé, donc du coup je l'en parle. La 3.1 va bientôt sortir et futur en plus du style la détection d'images corrompues dans le validateur d'images, dessiner des tableaux sur l'output d'une commande, c'est toujours pratique de le faire simplement. Plein de fonctionnalités sur le profiler, je vous laisserai aller voir. Tout ça, ça se passe sur le blog de Symfony. Et on a un data URI normalizer, et je ne sais plus ce que c'est. Donc voilà, c'était pour les petites news dans l'environnement Symfony. Donc il y a la 3.1 qui va bientôt sortir. Et ce soir, on est hébergé par Eleven Labs, vous savez tout. Merci à eux. Grâce à eux, on va avoir des pizzas et de la bière. Des softs et des cookies, des magnifiques cookies, m'a-t-on dit. Donc ça se passera après les deux conférences dans la salle d'à côté. Voilà, merci. Et du coup, pour finir, on va avoir deux présentations. Donc je ne vais pas encore citer les présentateurs, mais voilà. Donc Kian Jaco, qui va nous présenter les propos. Vous pouvez imaginer, mais il n'y a pas que ça forcément. Donc, il va nous expliquer un peu tout ça. Jonathan Jalouzo et Jérôme Tamarel qui ont travaillé en collaboration sur une présentation qui va nous parler du cache HTTP et comment gérer avec les événements. Voilà, donc passez à tous un bon SFPO. Et j'ai plus de temps. On fait partager.
Vas-y. En préférence, système au poste. Ah, son petit vert. On y travaille une petite ouverte en rouge. J'arrive. Le bougre rame. Ouais, voilà. Voilà. Je pense. Hop. Prêt? Ça marche pas sur les mecs. Ouais. Je suis dans l'axe là? Bon ben, bonsoir à tous, je m'appelle Yann, je suis lead dev chez Théodo, et aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire. J'espère vous dépayser autant que l'ami ici. Aujourd'hui, c'est un peu à la manière d'un livre dont vous êtes le héros. Vous êtes un fringant développeur à la découverte d'une aventure. Puis, composant install, git push, cat deploy. Mais cette fois-ci, c'est un peu différent. Pourquoi? Parce que la machine que vous utilisez d'habitude, vous n'y aurez pas forcément droit. Une connexion Internet standard, vous n'y aurez pas forcément droit. Et vous allez aussi avoir à composer avec des navigateurs et des logiciels. Bref, cette fois-ci, vous vous retrouvez dans un grand groupe. Mon objectif aujourd'hui, ça va être de vous guider à travers ces choses trappes un peu inhabituelles pour faire en sorte que cela ne mette pas en péril votre quête, votre objectif ultime. Excalibur, Durandal, Ymir. Il est commun de donner un nom à l'outil que l'on utilise tous les jours. Et je suis sûr qu'il y en a certains ici qui font de même avec leur machine. Bon, là n'est pas la question, nous n'irons pas droit aujourd'hui. On va voir comment on va composer avec tout ça, faire en sorte de ne pas être trop désarçonné. La première étape, à mon sens, avant de devoir composer avec le fait de ne pas utiliser sa machine, ben, c'est de s'assurer qu'on ne peut vraiment pas le faire. C'est-à-dire que, bon, forcément, la première réponse sera un non, parce que le non, c'est la solution facilitée, c'est la solution du « j'ai pas envie de me prendre la tête ». Mais derrière, il y a d'autres choses. La première chose, c'est ben, tout simplement de mettre le doigt sur qui est la personne responsable derrière ça, comprendre les causes vraiment, et ben, en tant qu'ingénieur, notre métier c'est un peu de résoudre des problèmes, pourquoi pas apporter d'autres solutions. Enfin bref, cette fois-ci ça n'a pas fonctionné. Ça tombe bien, ces dernières années, il y a plein d'outils qui sont sortis pour s'aménager un petit chez-soi, une petite VM, un petit quelque chose. Et cette démarche qui pourrait partir dans un premier temps d'une démarche un peu personnelle, un peu égoïste, de confort personnel, en fait, elle va rejaillir sur l'ensemble de l'équipe. Je ne vais pas détailler un peu les grands Ansible, Docker, je ne suis pas le premier à en parler, je me doute. Mais en fait, ce provisioning que vous allez faire dans un premier temps pour vous, par tout le monde, ça va uniformiser les plateformes de dev. Ça, c'est jamais un mal. À terme, ce que l'on a réussi à faire dans un grand groupe, c'est faire en sorte même qu'un provisioning soit utilisé de local jusqu'à la prod. Alors, ce n'est pas nous qui avons fixé nos contraintes au grand groupe, c'est au contraire, nous avons fait redescendre les contraintes de la prod et nous les avons incorporées dans notre provisioning. Comment cela a été fait? Cela a été fait en fait en incorporant un opérationnel qui a fait en fait du pair DevOpsing avec nous, c'était avec du Vagrant Ansible, et en donnant ces contraintes, en travaillant avec nous sur ce provisioning, on a été capable d'avoir quelque chose du premier au dernier environnement. Donc c'était très chouette. Une démarche qui au début était purement égoïste et devenue au final profitable. En plus, normalement, les grands groupes sont quand même, enfin, si on leur parle d'automatisation, tout ça, c'est quand même des choses qui vont leur plaire. C'est quand même un argument, enfin, le fait de leur dire que en manuel, on peut les éviter, c'est un argument auquel ils sont sensibles. Je vais passer rapidement sur le plan D du, bon, ben, tant pis, si ça n'avait pas fonctionné, ben, c'est en fait se faire un petit Cygwin, un petit quelque chose, un petit émulateur, pour retrouver un peu le confort d'écriture, un peu comme retrouver en fait sa langue maternelle. C'est pas trop la peine. Enfin, en plus, on va être assez limité, typiquement. Une fois, quand j'étais sur Cygwin, j'ai galéré pour attraper Telux, typiquement, parce qu'il ne faisait pas partie des choses récupérables par défaut. Enfin, bref. Mais l'avenir est bien plus glorieux. Je ne sais pas si vous avez vu ça, il y a 3-4 semaines, il y a une annonce qui a eu pour moi à peu près... ça m'a fait penser à la chute du mur de Berlin. C'est-à-dire qu'il y a 3-4 semaines, Microsoft a annoncé que Bash débarquait sur Windows 10, avec plus ou moins... Je trouve ça assez incroyable. La politique de Microsoft vis-à-vis de l'open source ces dernières années. Et en fait, ça ouvre plein
à mon sens, un de Cylindre, que sais-je, c'est les vrais binaires qui vont pouvoir s'effectuer sur un vrai bash. Et c'est testable dès aujourd'hui sur Windows 10. Je crois qu'il faut juste passer en mode développeur sur sa machine, récupérer la figure et en avant. Bon, avant que cela soit dans le monde de l'entreprise et des grands groupes, il faudra encore attendre quelques années, mais l'avenir s'annoncera dur. Qu'est-ce qui me pousse à tant d'optimisme? C'est peut-être le fait d'être un peu des temps modernes, comme avec vous ici tous ce soir, et de côtoyer en permanence le web. Bon, je suppose que vous partagez tous cet attrait avec moi. Le web, pour moi, c'est un peu une incarnation de la liberté. Mais bon, liberté et grands groupes font rarement bon ménage. Si vous vous retrouvez à développer au sein d'un grand groupe, vous allez vous retrouver peut-être avec une connexion Internet bridée, lente, les deux. Voyons voir comment on compose avec cela. Alors, la première étape, généralement, ce qu'on fait lorsqu'on installe un projet, c'est récupérer les dépendances dessus. Alors, sur un projet symphonique, ça va être typiquement les composeurs, ça va être ensuite pour des librairies JavaScript avec NPM et Power. Et en fait, s'il y a un proxy entre le web et vous, il y a moyen de contourner cela avec ces lignes. À noter que là où pour NPM et Power, c'est un fichier dédié, pour Composer, en fait, c'est une variable d'environnement. Et à noter aussi, ça c'est peut-être quelque chose qui va vous faire gagner du temps, si votre mot de passe comporte des caractères spéciaux, il faut mettre l'URL en code. Il ne faut pas mettre le caractère en tant que tel. Ça m'a fait perdre pas mal de temps à l'époque. Enfin bref. Bon, c'est bien joli d'utiliser un proxy au tout début. Votre projet commence à prendre de l'ampleur, il y a de plus en plus de gens, c'est un peu lent. On va essayer de trouver une solution un peu plus maligne. Ce qui se passe, en fait, c'est qu'on va commencer à faire appel à des repository managers. Repository manager, c'est en fait quelque chose qui est ici, qui va nous piocher ici pour récupérer nos dépendances. Il y a une mauvaise nouvelle. Et une mauvaise nouvelle, c'est que, en fait, vos bundles PHP et vos librairies JavaScript, il ne va pas y avoir de solution universelle pour récupérer les. C'est-à-dire que pour récupérer des dépendances JavaScript, il y a deux solutions, dont notamment Nexus, dont un collègue à moi, Nicolas Giraud, a fait une présentation à un meetup Node pour expliquer comment mettre ça en place. Ils ont réussi à mettre ça en place au sein d'un grand groupe pour justement ne plus avoir à piocher en ligne des dépendances et à les avoir vraiment en interne, pour en plus, du coup, améliorer les performances pour la récupération des dépendances. Côté PHP, ce qui va nous intéresser davantage ce soir, il y a Satis qui est gratuit et il y a Thorane qui est payant. Alors Thorane, en fait, est une version un peu plus de Satis. Dans les deux cas, c'est maintenu par il y a des composeurs, forcément, et c'est l'embarquement qui pèse au grand groupe, le fait que la compatibilité avec le composeur est de fait assurée. J'ai voulu m'amuser à installer Satis chez moi. Je vais avant. Ah oui. Hop. Non. Ouais. Comment ça se passe? En 4 lignes, on récupère Composer, on installe Satis, on se fait un petit fichier de conf où on déclare en fait ici la liste des dépendances qui nous intéressent, les versions. Donc ici, je veux l'ensemble des versions de Dockery ou de PHP Unit. Ici, je veux une version particulière. Ici, je peux overrider l'endroit où il va chercher ses dépendances, si on ne veut pas passer par packagist pour certains repos. Ici, je vais indiquer si je veux récupérer les dépendances des dépendances ou si je veux me limiter uniquement à ce qui a été mentionné ici. Je starte un serveur sur le port qui a été mentionné ici. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit une petite page d'accueil qui va en fait lister l'ensemble des dépendances que j'ai récupérées. Il y a une commande de scan qui est celle-ci, qui s'est chargée de récupérer tout ce que j'ai mentionné dans mon fichier de conf. Et en effet, je peux vérifier que tout cela a bien été récupéré avec la liste des versions qui correspondent, etc. Ça m'a pris un temps modique, enfin, le temps de taper tout ça. Il y a une affaire de time zone à régler dans un PHP. Bref, parce qu'il faut fouetter un chat. Le web, en ligne, ça a débordé, c'est-à-dire qu'on a aussi des outils qui sont en ligne. Typiquement, la revue de code, l'intégration continue, on a eu tendance ces derniers temps à faire appel à GitHub, à Travis, à CircleCI, à plein de choses. Il suffit de regarder un peu dans le rétroviseur, faire un petit retour dans le passé, et de se rappeler que avant GitHub, on peut faire quoi? On peut mettre un GitLab sur un serveur, qu'avant Travis, qu'est-ce qu'on faisait? On avait Jenkins. C'est les standards sur les projets. Donc c'est-à-dire que,
à mon sens, le fait de pouvoir faire des bouts de code, de pouvoir faire de l'intégration continue, c'est standard. Nous, par exemple, sur un grand groupe, qu'est-ce qu'on avait? On n'avait pas GitLab, mais on avait un Jenkins, mais on ne s'est pas pris la tête, on a mis ça sur le même serveur. Il faut mieux demander pardon que la permission, et c'était parti. Bref. Maintenant qu'on a un projet bien installé, on se dit, bon, ben, merci Yann, c'était super, mais bon, on a fait le tour, non? Eh bien non, parce qu'il reste encore quelques moulins à vent contre lequel lutter. Et celui-là risque de rappeler des souvenirs aux développeurs qui sont dans le web depuis quelques années. Comme vous vous doutez ici, le plus dangereux des trois, c'est pas les deux turbulents de devant, hein, c'est le petit timide du fond. IE, Internet Explorer, qui est présent encore dans bien des grands groupes. Mais il peut aussi y avoir des navigateurs dont on n'avait encore jamais entendu parler. Petit teasing. Bref. IE8, c'est encore un navigateur qui est dans le monde de l'entreprise. IE8, j'ai cherché la date, je me suis dit 2009. Au début, je me suis dit, tiens, il me semblait que c'était un peu plus vieux que ça. Je me rappelais de IE6 qui était de 2001. Bon, là, c'est vraiment référence à l'antéchrist en termes de web. Et 2009, je me suis dit, bon, quand même. Bon, après, j'ai cherché un peu et je me suis rappelé à quel point c'était une plaie. Hein. C'est-à-dire qu'il a fallu attendre 2.2 pour que ne serait-ce que la dev toolbar de Symfony qu'on voit sur AppDev s'affiche correctement dessus. Et j'ai fait un petit tour sur Web Archive, et en fait, Google, ce jour-là, il ressemblait à ça. Ça remet dans le contexte. C'était il y a 7 ans. Hein. Bref. Là, je vais vous donner quelques outils un peu pêle-mêle que j'utilise, typiquement pour m'assurer que ce que je fais est compatible avec IE8. Le premier de ces outils, c'est pour avoir justement une VM avec Internet Explorer, indispensable pour pouvoir tester. Le deuxième que j'utilise énormément, c'est CanIUse. C'est idiot, c'est on tape une feature HTML5, CSS3 et ça nous liste l'ensemble des navigateurs du marché avec leur pourcentage d'utilisation et savoir si la feature que l'on cherche est supportée, pas supportée, supportée quand ça l'arrange. CS3Py, qui est un polyfill qui permet justement de combler ce que normalement il y a de faire en termes de CSS3. Si vous voulez avoir des boutons arrondis, c'est ce que vous avez utilisé. Si vous n'avez pas envie de faire des images, hein, bien sûr. Hein. Et dernière solution, moins importante, mais que j'utilise beaucoup trop souvent pour ne pas mentionner, AutoCenter in CSS. AutoCenter in CSS, qu'est-ce que c'est? C'est un gros formulaire que vous remplissez en disant ben ouais, je veux centrer ceci, je ne connais pas la taille, ce qui l'englobe, je ne connais pas trop la taille, je veux le centrer verticalement, je veux supporter telle version de Internet Explorer. Ça sort le HTML et le CSS. Je ne me rappelle jamais de comment centrer des trucs. Maintenant, je vais faire référence à une anecdote qui m'est vraiment arrivée. Dans un grand groupe, c'était il y a 3-4 mois. À un moment, il y a notre product owner qui est venu nous voir en nous disant bon, j'ai un certain groupe d'utilisateurs qui ont un bug, un champ select qui fait n'importe quoi. Bon, du coup, qu'est-ce qu'on lui a demandé là, peux-tu qualifier sur quel navigateur? Tu vois, il nous dit c'est sur ce machin-là. FrontMotion Firefox. Si, je vous assure, ça existe. Qu'est-ce que c'est que FrontMotion Firefox? C'est une version de Firefox qui est un peu tweakée pour pouvoir être déployée en Active Directory, en gros le truc typique des grands groupes. Donc là, on était un peu malheureux, parce que bon, le bug, il n'avait pas l'air gravissime, mais en fait, on n'avait pas de plateforme où on pouvait rapidement installer le projet et tester ce qu'on était en train de faire. Donc là, la solution standard, ça aurait été de se dire, bon, le premier serveur sur lequel je peux déployer facilement, je vais travailler en direct dessus, ok, mes copains qui ne vont pas pouvoir faire en même temps déployer ceux qu'ils font, je vais plus lent que d'habitude, enfin bref. On va y arriver, hein. Mais c'est pas mal. Ce qu'on aimerait pouvoir faire, en fait, c'est pouvoir accéder à localhost, notre environnement sur lequel on a directement la main, y avoir accès depuis l'extérieur. Ce serait trop beau. En fait, c'est pas si beau que ça, parce que ça existe. Ça s'appelle PageKite, et en 2 lignes, vous avez ça. C'est-à-dire que vous récupérez un fichier Python, vous indiquez le port que vous voulez exposer, l'URL sur lequel vous voulez que ça tombe, et c'est parti. C'est incroyable. Ça nous a multiplié. L'autre domaine d'application que je vois pour ça, c'est typiquement si vous avez un souci sur un navigateur mobile. Il vous suffit en fait uniquement de mettre la main sur le device reproduisant le bug, et avec ceci, vous allez pouvoir tester et avoir une boucle de feedback super rapide. Les applications sur lesquelles on développe, donc là on quitte un peu le monde du front, on se rapproche un peu du back. Nos applications sont de moins en moins standalone, c'est-à-dire qu'on a de plus en plus à consommer, on consomme de plus en plus des ressources externes pour récupérer des données, et en retour, nous-mêmes,
on fournit des ressources que d'autres applis vont vouloir consommer. Les briques avec lesquelles on va interagir dans le monde des grands groupes diffèrent un tout petit peu, diffèrent quelque peu de ce que l'on a l'habitude de voir dans des projets plus classiques. Je vais essayer de faire ici un petit tour d'horizon avec des applications assez faibles. Le premier d'entre eux, qui est le standard parmi les standards, hein, c'est les API REST. Bon, je ne vais pas vous faire de présentation détaillée sur les API REST, je pense que vous en avez fait quelques-unes. Ici, justement, je vous ai mis la vidéo d'une conf qui avait lieu à la S7Con de Varsovie en 2013. J'y étais. Ça dure 55 minutes, je pense que je vais le lancer, on va s'asseoir et on va profiter de tout ça, non? Peut-être pas, non. Bon, ok. On va faire la version raccourcie. Bon, le classique parmi les classiques, c'est Postgres Bundle. Postgres Bundle qui va vraiment permettre de simplifier, de raccourcir, enfin de rendre plus rapide le développement d'API. Utilisé en tandem avec Namio API Doc Bundle qui permet de générer automatiquement une doc sur une page avec l'ensemble des URL sur lesquels taper, une petite interface de test pratique quand on doit faire valider quand même de temps à autre ce qu'on fait au fin fond d'une API. Si on veut au contraire consommer une API REST, ben, typiquement Yakout, qui est le bundle PHP écrit par Fabien Potentier qui est basé sur Guzzle. Et enfin, ce qu'on avait fait sur un projet, c'était en fait utiliser le design pattern façade et transformer. On avait un modèle qui était assez compliqué au centre, qu'on ne voulait surtout pas exposer à l'extérieur. Donc ce qu'on avait, c'est qu'on avait des transformers qui transformaient ça en des classes de façade. Ces classes de façade, on avait mis ça dans un bundle qu'on transmettait aux autres équipes qui devaient consommer cette API. Et du coup, ça leur permettait, eux, de ne pas manipuler des tableaux ou du JSON et de manipuler directement les classes PHP qu'ils récupéraient. Petit retour dans le passé, SOAP, qui, on se rapproche davantage du standard dans les grands groupes. Alors j'ai cherché un bundle Symfony permettant d'avoir un client SOAP simple. J'en ai trouvé un, il s'appelle bSimple SOAP Client Bundle. Il a pas mal d'installs sur Packagist, il en a, je crois, 70 000. Par contre, il a moins de 100 stars sur GitHub. J'ai pas forcément cherché à comprendre pourquoi. Par contre, j'ai vu que, en fait, avec la classe SOAP Client de PHP, en fait, ça faisait déjà très bien le taf. C'est-à-dire qu'en 2 lignes, on déclare ici le WSDL sur lequel on tape. On veut appeler la fonction 1 avec les paramètres qu'on veut, et c'est parti. Bref, forcément besoin d'intégrer une dépendance supplémentaire pour cela. Si au contraire, vous voulez créer un web service SOAP, pour des raisons qui m'échappent, c'est documenté dans le cookbook Symfony, donc je vous y renvoie. D'ailleurs, je transmettrai les slides, évidemment, vous avez le lien que je mentionne ici. Moins standard, JSON XML RPC. Je suis incapable de vous décrire exactement comment fonctionne ce truc. La fois où j'ai eu à interagir avec ça, j'ai suivi bêtement la doc qui m'indiquait ce bundle à récupérer. Je ne me suis pas cassé la tête, je l'ai pris. Et en effet, c'était relativement simple, c'est-à-dire qu'en 4 lignes, je me débrouillais. On instanciait un client avec l'URL en paramètres. Il fallait générer une session key à partir de credentials. Cette session key, on l'utilisait pour faire nos appels, avec après les paramètres supplémentaires dont on avait besoin de la méthode toStuff. Il suffisait de faire un release de la session key à la fin, et c'était gagné. Bref. Mieux passé que prévu. Dernière chose dont j'ai envie de parler, et qui est aussi de coutume dans les grands groupes, c'est les LDAP. Alors les LDAP, de nouveau une bonne nouvelle, c'est un composant intégré à Symfony de base depuis la version 2.8. Pour des raisons, dans une version inférieure à Symfony 2.8, parce que vous êtes sur une easy publish, enfin bref, pour plein de raisons. En fait, vous pouvez tout simplement récupérer le bundle Symfony LDAP, qui est officiel, et qui en plus est, je crois, compatible jusqu'à PHP 5.3, si je ne dis pas de bêtises. Donc vous pouvez même le récupérer sur d'assez vieux projets, et bien vous simplifier la vie. Bref, plein de choses pour me rendre heureux. C'est le moment de la morale de tout ça. La morale de tout ça, c'est que on avait beau avoir très peur au début. C'était une aventure, on avait beau avoir fait plein d'aventures, on avait de quoi être terrifié, ben, on a bien fait d'y aller. On a bien fait d'y aller. Pourquoi? On a bien fait de pousser pour avoir du provisioning. On a bien fait de pousser pour avoir des repository managers. On a bien fait d'utiliser Symfony avec pas mal de bundles clés en main qui nous permettaient d'interagir avec ce que l'on a coutume de voir dans les grands groupes. Enfin bref, ils vécurent heureux et il y a plein de projets réussis. Et merci à vous. Est-ce que vous avez des questions? J'ai une question sur le
ou le déployer en buildant et en récupérant les réseaux XFCO par rapport à faire après une hiérarchie de déploiement et autres derrière. On a déjà l'occasion, sur le fond du pareil, du même contexte. Derrière, on n'a eu d'autre choix que c'était impossible de lancer le composeur ou derrière, c'était faire des builds. On vient à faire des équivalents d'art. On s'est retrouvé à faire la même chose en fait avec Jenkins, du coup il se chargeait de ça. On avait un job qui se chargeait de préparer de quoi déployer. Et ce qui est marrant, c'est que ça c'était il y a pas mal d'années. On faisait ça et maintenant on est en train de se proposer aussi pour refaire ça de manière globale, pour plus être dépendant notamment de tout l'écosystème de build, d'avoir Jenkins qui fait des builds régulièrement pour être capable d'avoir une archive qui soit complètement autonome et installable, quel que soit le contexte et quelle que soit la connexion pour plus tard. Ok. On pourra en parler après. Est-ce que d'autres questions? Juste en passant, Théodore recrute, ma boîte, ma guilde, mon équipe, on recrute. J'avais la slide et j'ai fait le. Voilà. C'est tout pour moi. Tout le monde maîtrise normalement, j'avais un speaker et tout, mais pas moyen d'avoir le mettre sur. C'est celle des bandeaux. Bon, bonsoir à tous. Alors, on va essayer de commencer, essayer de finir tôt, voilà, comme ça on a tous envie de boire une bière, on a tous envie de faire des trucs à côté. Alors, on est venu ce soir pour vous parler en fait de Symfony, déjà, parce qu'on en fait tous les jours, et du cache HTTP, quelque chose de super important dans le web. Et du coup, on va essayer de vous faire comprendre un petit peu comment ça fonctionne. Surtout sur nos sites. C'est pratique. On va commencer par se présenter. Jérôme Tamarel, qui travaille en tant que lead dev chez Téléloisirs, Prisma Media. Voilà, les technos PHP, Symfony, RabbitMQ, Elasticsearch, il y en a plein d'autres, hein, je suis sûr que tu en fais plein. Il y a même du JS sûrement. Et moi, du coup, je suis lead dev du monde.fr, donc Captain Jojo sur Twitter, sur GitHub, enfin voilà, vous pouvez les trouver. Et je travaille chez Eleven Labs. Oh. Voilà, on s'est connus tous les deux, on fait une petite histoire aussi parce qu'il y a une petite histoire avant. Donc on s'est connus tous les deux à l'Express, c'était mon lead dev. Du coup, on a travaillé pas mal ensemble sur le cache dans les médias. Donc on connaît bien cette techno et c'est pour ça qu'on a essayé de vous montrer un petit peu comment on fait. Mais ça va pas être si long. On va commencer par qu'est-ce que le cache HTTP, comment ça fonctionne. Ensuite, on va parler en fait du cycle de requête de Symfony pour essayer de comprendre. On va vous montrer un petit peu de code. Ça va être du code de Varnish parce que c'est intéressant et un petit peu de code Symfony. Et il y aura après des points d'attention sur effet de mesure. Premièrement, qui sait faire du dynamique. Vous allez sur n'importe quel site, vous avez votre page, elle est en cache. Elle est en cache, soit dans le CDN, soit dans son Varnish, soit sur un filer, et on sait ce que c'est. Voilà, elle est forcément en cache parce que vous avez, imaginons 40 000 personnes qui arrivent en même temps sur votre site, vous ne pouvez pas garder la charge pour 10 serveurs. Il faudrait en avoir au moins 300, 400. Donc vous imaginez, même dans le cloud, ça nous coûterait super cher. Du coup, on est obligé de cacher.
Qu'est-ce qu'on va utiliser comme techno? Alors, j'en ai cité quelques-unes. On va utiliser les CDN. Je pense que vous avez tous vu un CDN. Déjà, jQuery, quand vous l'utilisez, vous avez dû prendre la petite URL qui nous donne sur le site. Vous voyez, un petit CDN là, eh ben, ça veut dire qu'ils passent tous sur le CDN pour pouvoir nous le donner directement et qu'ils soient en cache. D'autres technologies, c'est Varnish. Varnish, c'est un proxy qui ressemble à un CDN, c'est pour le faire chez vous. Et ensuite, vous avez des technologies de cache classiques dans votre serveur web et aussi dans votre code. Et ce qui nous importe, nous, c'est comment le contrôler. Donc, comment on contrôle ce cache? Via les headers HTTP. Et ces headers HTTP, c'est les mêmes pour tous, pour le CDN, pour le Varnish, voilà, tout le monde. Donc, il va falloir apprendre à les contrôler et surtout apprendre à les cacher. Alors là, je vous ai montré une architecture classique. Alors, il y a mon collègue LeadDev qui a gueulé parce que c'est un peu à l'entretien d'embauche chez Le Monde, on demande ça. Donc maintenant, vous pouvez tous venir chez Le Monde. Voilà, vous pourrez citer tous les caches. Du coup, comment ça fonctionne? D'abord, vous avez votre cache navigateur. D'accord, je pense que tout le monde le connaît. D'ailleurs, on a tous eu le 1, c'est dans le cache. On demande de faire un contrôle R ou un F5. On ne sait pas pourquoi c'est dans le cache. Ça vient de là. Donc ce cache navigateur, il est en plusieurs parties. Donc vous avez le cache classique où il y a vos JS, votre HTML, voilà, vous pouvez le voir, vous pouvez même le disable quand vous ouvrez la petite console que tout le monde utilise. Et vous avez aussi du coup le local storage, les session storage et surtout les cookies, c'est du cache. Hein, c'est bête, mais c'est du cache. Ensuite, ce qu'on a, c'est le CDN. Alors le CDN, tout le monde sait ce que c'est. Non, Content Directory Network. Donc en fait, ça permet de délivrer, merci beaucoup, de délivrer de l'HTML, du CSS, tout ce qu'on veut, du JSON, voilà, on peut tout délivrer. Comment ça fonctionne? Déjà, ce qui est important avec le CDN, souvent, c'est que c'est géolocalisé. Ça veut dire que quand vous tapez sur votre CDN à Paris, vous tombez sur un serveur parisien. C'est bête, mais vous gagnez en temps. Parce que le temps d'aller, par exemple, aux États-Unis, ou d'aller au Danemark, ou d'aller, voilà, vous avez une perte qui n'est pas négligeable. Donc, c'est géolocalisé. Ça peut contenir tout ce qu'on veut. D'accord? Donc, voilà, vous mettez tout ce que vous voulez dans votre cache. Et les utilisateurs, en fait, ça ne tape pas chez vous. Donc, c'est un prestataire extérieur que vous payez. Lui, il a plein de serveurs, vous n'avez pas à réfléchir, vous avez juste à plugger dessus. Voilà. Ensuite, vous rentrez dans votre infrastructure. D'accord? Donc là, la petite, juste ici, c'est la flèche qui rentre dans votre infrastructure. À partir de là, vous êtes dans Varnish. D'accord? Varnish, c'est un proxy cache classique qui fonctionne exactement comme un CDN. Il permet de cacher du JS, de l'HTML, du JSON, enfin, voilà. Et donc, il se plug ici. Et lui, pareil, il y a vos pages qui sont directement servies ensuite au CDN. Donc là, votre utilisateur, il a jamais encore tapé. D'accord? Donc à partir de là, vous avez le serveur web. Le serveur web, page, vous mettez ce que vous voulez, vous pouvez mettre 2 IS, c'est un choix. Voilà. Maintenant qu'on peut faire du bash avec Windows, vous pouvez y aller. Du coup, vous avez votre serveur web, le cache. Voilà, Apache Dix. Derrière, là, vous arrivez sur votre PHP, ok, et là, vous avez du cache applicatif. Alors, ce que j'entends par cache applicatif, c'est un Redis, un memcache, opcache, apcache. Tout ça, voilà, c'est du cache applicatif. Vous en mettez un peu partout, vous faites ce que vous voulez. Doctrine, il a son cache. Alors, je pense que tout le monde comprend pourquoi Doctrine a son cache, parce que sinon, c'est un peu galère. Voilà. Et ensuite, j'ai pas fait la suite, comme ça je garde une petite réponse pour quand vous passerez l'entretien, un petit peu après. Ok. Donc à partir de là, voilà, vous avez l'explication de tout le cache, donc comment ça fonctionne. On va expliquer après comment ça fonctionne pour le contrôler. Mais avant ça, on va se dire où est-ce qu'on va poser notre cache. Alors ça, c'est dans la doc Symfony, j'espère que tout le monde le connaît par cœur. C'est le cycle de requête de Symfony. Alors, je vais essayer d'expliquer, alors s'il y a des gens de Sensio, attention. Une bêtise. Alors, c'est parti. D'abord, vous avez votre requête. Donc ça, c'est votre client qui vous appelle. La requête, elle arrive. Ok. Là, il y a le resolve controller. Donc ça permet en fait de choisir le contrôleur. Routing.yml si vous préférez. Le contrôleur, d'accord. Le resolve argument. Donc là, pour placer les arguments correctement. Et on arrive enfin dans le contrôleur. Le contrôleur, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va générer votre view, il va générer une réponse et il la renvoie. Alors, ce qui est important de retenir là-dedans, c'est que le code métier, la plupart du code, il est ici. D'accord? C'est à partir de là que tout va se passer.
Si on veut cacher correctement, ce qu'on veut, c'est que ça n'arrive pas jusqu'à ce code métier. Donc avant ça, on voudrait que ça s'arrête. On voudrait déjà délivrer quelque chose à notre utilisateur. Donc c'est là qu'on va se poser. Donc on va essayer de se poser sur des événements qui existent dans Symfony. Donc c'est l'événement juste avant le contrôleur, qui est juste ici, qui va nous permettre en fait de faire un calcul et de dire ok, c'est bon, cette page je l'avais déjà dans mon cache, tu peux aller la reprendre. Et on va se plugger sur quand on n'a pas de cache, puisque au début de notre site on n'a pas de cache, on va se plugger juste après la réponse pour dire ok, ça y est, et vas-y, envoie dans le cache. Ça va être plus clair après. Hein. Parce que là je vous sens, c'est pas clair. Alors c'est parti. Comment ça fonctionne le cache? Header HTTP. Alors, est-ce que tout le monde a déjà vu des headers HTTP? Dedans, qu'est-ce qu'on a? On a le status code, le 200, la 500, on n'aime pas trop la 500, la 404, la 202, la 304. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Le cache control. Le cache control, c'est ça qui nous permet de contrôler notre cache. Donc c'est à partir de là qu'on peut dire, voilà, je vais dire, cette page-là, elle va être cachée tant de temps. Donc ça va être le XMOS Edge, qui est juste ici, ou le Max Edge. D'accord? Les deux, en fait, la différence, c'est juste qu'il y en a un qui est partagé et l'autre pas. Voilà, enfin, il n'y a pas vraiment beaucoup de différence, ça va dépendre après de l'étage de cache que vous avez. Ensuite, vous avez le cache public, pour dire, voilà, il est public, j'accepte que ce soit dans le cache. Le expire, qui va vous dire, voilà, dans combien de temps ma page va expirer. Le last modify, qui va vous dire, la page, elle a été modifiée à ce moment-là. Et l'e-tag, je vais revenir juste après. Alors, comment ça fonctionne? Vous avez votre page, vous allez la générer la première fois. Donc, votre code Symfony va faire votre travail, il va générer. Dans la réponse, vous allez lui dire, OK, j'ai une page, je voudrais la cacher 5 minutes. OK, donc je vais dans ma réponse, voilà, je vais rajouter cette petite annotation ici, et je vais lui dire Max Edge 5 minutes. Donc 300 secondes. D'accord? À partir de là, votre page va être cachée 300 secondes, à la fois dans Varnish, à la fois dans CDN, à la fois dans le navigateur. On peut le faire pour tous. On va continuer. Il expire quand? On va lui dire, voilà, elle va expirer dans 2 jours. On fait demain, tomorrow ici. Elle va expirer dans tomorrow. Et du coup, on fait pareil, ça va ramener le header. OK. Je vais montrer les headers. Voilà, le expire, c'est celui-ci. Il va vous dire, dans le cache, dans le header, vous allez pouvoir trouver expire, mercredi 19. Voilà. Ensuite, vous pouvez aussi gérer le fait de dire que la modification a été faite sur la page. Donc ça, c'est le last modify. À quoi ça sert? Ça sert à dire en fait quand est-ce que la page a été modifiée et du coup quand est-ce que Varnish va pouvoir aller la rechercher. Quand Varnish il revient sur votre serveur, ce qu'il va faire, il va vérifier en fait cette clé, last modify, avec la clé de modification qui va être envoyée par Symfony. Et si les deux ne sont pas les mêmes, il va remettre dans le cache. Sinon, il renvoie une 304. La 304, ce qui est intéressant, c'est que ça ne renvoie pas le contenu de la page. Donc ça renvoie juste un header, c'est tout petit. Du coup, vous gagnez aussi en performance et vos CDN, vu qu'on paye quand même à la bande passante, ça coûte un peu cher, du coup, vous ne payez pas tout le contenu. Dernièrement, les tags. Alors les tags, c'est super. C'est une petite clé que l'on calcule, on peut mettre ce qu'on veut. Elle se calcule en fait au moment où vous générez votre page, vous calculez un e-tag, vous calculez avec ce que vous voulez, donc ça peut être généralement avec la page qu'on affiche. Si par exemple vous affichez plusieurs types de contenus, voilà, vous faites un mélange des calculs et vous choisissez le last update, vous envoyez ça. Et là, ça marche comme le last modify. À la prochaine requête, il va demander de recalculer l'e-tag, juste l'e-tag. Il va le recalculer avant de passer dans votre contrôleur, donc avant même de passer dans tout votre code qui est super long. Il va recalculer les tags. Si le tag est le même, il renvoie la réponse en 304. Il remet dans le cache. S'il a changé, il redescend. Voilà. Est-ce que c'est clair pour tout le monde ça? Pas clair, hein. Je crois que c'est pas clair. Oui. Où est-ce que ça se bloque des annotations? Bien sûr, c'est au-dessus du contrôleur. Voilà. Ah oui, c'est juste là. Donc, comme je disais tout à l'heure, en fait, ça se plug juste ici. Juste avant de passer dans votre contrôleur, les annotations sont juste là et ça permet de le plugger juste avant. Donc, évitez de passer dans votre code métier. Voilà. On va montrer un peu de code. Alors ça, tout ça, c'est des tags par défaut qui existent. Voilà, tout le monde peut les utiliser, c'est simple. Vous pouvez les configurer dans votre CDN, dans votre Varnish. Nous, au monde, on a eu besoin de 2 nouveaux tags.
qu'on utilise tous les jours et qui nous permettent vraiment de gagner en performance. Il y en a un, en fait, c'est Varnish, là déjà, c'est le Varnish Grace. À quoi ça sert? Donc, on cache notre page 5 minutes. D'accord? Donc, elle est cachée 5 minutes dans votre CDN, dans votre Varnish. Au bout de 5 minutes, qu'est-ce qui se passe? Le prochain utilisateur, il va aller sur votre serveur. C'est un peu chiant. Nous, on aimerait bien, en fait, qu'ils ne viennent pas sur notre serveur, que l'utilisateur ne vienne pas sur notre serveur. Parce que si c'est l'utilisateur, c'est lui, en fait, qui ressent la lenteur. Parce que, bon, le code n'est pas terrible. Du coup, il ressent la lenteur. Donc, ça prend un peu de temps pour que la page se génère et c'est embêtant pour notre utilisateur. Varnish Grace, qu'est-ce que ça fait? Au bout en fait, on lui donne un temps. Donc, on va lui donner, par exemple, 2 jours. Une fois que la page elle est expirée au bout de 5 minutes, pendant 2 jours, l'utilisateur, le premier qui va arriver, il va se prendre un cache qui est expiré. Et c'est Varnish, lui, qui va demander la régénération de la page. Du coup, ce n'est pas l'utilisateur qui va se le prendre, c'est vraiment Varnish qui va s'occuper de cette partie. Et l'utilisateur, bon, bah, lui, il aura un cache, oui, un peu vieux. Et on accepte ça, on préfère qu'il ait un cache un peu vieux que ce soit lui qui se prenne la lenteur. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Quand il s'agit de ça, c'est bon. Ok. Ensuite, le cache catalogue. Cacher, c'est super bien. Le gros problème qu'on a avec le cache, et la plus grosse difficulté qu'on a, c'est OK, je voudrais décacher. Alors là, c'est voilà, je veux décacher, bah oui, mais là, moi, j'ai un Varnish, il est bloqué pendant 5 minutes, c'est mort dans 5 minutes, tu auras 5 minutes et puis tu attendras. Sauf que quand on met, par exemple, en cache des pages pendant, je ne sais pas, 1 an, on n'a pas envie d'attendre 1 an, surtout si on a mis un Grace qui est lui aussi d'1 an, donc on n'a pas envie forcément d'attendre 2 ans, ça peut être un peu long. Ce qu'on a fait, c'est un petit truc, un catalogue. Et ce qu'on fait, en fait, dans ce header, on lui met des ID de tout ce qu'on utilise en fait dans la page. Des ID, des noms, enfin voilà, on met des trucs, tout ce qu'on pense que ça va nous être utilisé pour pouvoir décacher. On sépare par des pipes. Et ça nous permet de faire des bans. Les bans, ça permet de dire, OK, je veux décacher tout ce qu'il y a et qu'il y a dans mon catalogue, cette partie-là. Alors, je vais vous montrer un petit peu de... C'est plus clair avec ça. Hop là. Ça, c'est la configuration de Varnish. Voilà. Varnish catalogue, ça ressemble à ça. C'est un enchaînement d'ID, voilà, ou des noms, des strings, ce qu'on veut. Imaginons, voilà, on a tout caché, on a caché nos pages pendant 1 an. Et là, on se rend compte que l'ID 687, mince, en fait, il a été modifié. Et ben, on peut trouver dans toutes les pages dans lesquelles il a été utilisé. Ça, c'est déjà pratique. Et on peut lui dire, OK, banne-le. Alors ça, c'est une méthode HTTP un peu chelou. On peut lui dire, voilà, banne-le. Et toutes les pages qui contiennent dans leur tag le 687, ils vont être supprimées du cache. Alors, c'est un peu plus compliqué, on ne va pas les supprimer d'un coup, parce que sinon, bah, la même problématique, ça veut dire que les utilisateurs qui vont arriver dessus, ils vont se taper la requête. À la place, ce qu'on fait, c'est qu'on refresh. Donc en fait, Varnish va le remettre à jour et le remonter dans son cache. Voilà. Donc ça, c'est pour le Grace, donc l'explication. Vous pourrez retrouver les slides, donc si vous voulez copier-coller. Mais il y a personne qui comprend ça à part des DevOps, mais c'est pas mon cas. Du coup, juste ce qu'on comprend, en fait, c'est, vous voyez, là, vous avez le TTL en fait, de la page, c'est le max edge de Varnish, et le Grace, c'est le Varnish Grace. Et donc, comme vous voyez, Grace, en fait, c'est automatiquement dans Varnish, ça existe. C'est juste que dans la doc, on est un peu caché. Voilà pour ma partie. Je vais laisser Jérôme continuer. Ok. Alors, moi, je vais vous expliquer maintenant, vu qu'on arrive à avoir des pages en cache pour optimiser les perfs et servir finalement la même page à tout le monde, la problématique maintenant, c'est comment on fait sur un site de news ou autre, où on veut afficher des pages différentes suivant les permissions de l'utilisateur. Typiquement, on voudrait que les utilisateurs anonymes, par exemple, ne puissent pas lire les articles. Ou on voudrait que ceux qui ont payé leur abonnement, pour le coup, ils puissent lire tout l'article. Mais en gros, on veut afficher des pages différentes avec des caches différents en fonction des profils. Et on veut que toutes ces pages-là soient en cache.
La solution en fait que j'ai mis en place, c'est d'utiliser un cookie qui va définir les permissions de l'utilisateur. Donc ce cookie, on l'a appelé rôle. On a fait un cookie signé, parce que effectivement, s'il faut pouvoir payer pour accéder au contenu, on n'a pas envie qu'un petit malin comme vous, il vienne mettre un cookie et accéder au contenu gratuitement. Donc en gros, c'est un cookie qui contient donc une liste de rôles, une date d'expiration et une signature qui permet de vérifier que c'est bien nous qui l'avons généré. Et l'objectif, ça va être, à partir de ce cookie-là, de le transformer en header HTTP pour pouvoir varier sur ce header. Et surtout, ce qui est important de dire, qu'on n'a pas dit dès le début, mais que les cookies, c'est la mort du cache. C'est-à-dire que dès que vous avez des cookies, vous n'avez plus de cache. Donc, il faut absolument qu'au niveau de notre cache ici, on n'ait pas de cookies pour qu'il puisse stocker les réponses. Donc, l'objectif est de supprimer le header cookie tout en conservant cette information et en la mettant sur un petit header particulier. Donc ça, c'est encore la VCL. Donc, finalement, on ne voit pas beaucoup de code PHP. On ne peut pas le faire en PHP parce qu'il a bien marché. Ça va être moins efficace que Varnish. Donc en gros, qu'est-ce que je fais? Bon, pareil, pour éviter les petits malins, j'efface le header X-role au début, parce qu'il y en a qui pourraient, au lieu de mettre un cookie, je vais mettre directement le header et bypasser tout. Je regarde ici, tiens, est-ce que j'ai un cookie? J'extrais mes différentes parties, et là, j'utilise un module de Varnish qui s'appelle Digest, qui permet, en gros, de calculer une signature à partir d'un petit secret, de calculer la signature pour vérifier l'authenticité de mon cookie. Et à condition donc, que le cookie ne soit pas expiré, que la signature soit correcte, alors je peux définir mon petit header HTTP avec la valeur du cookie. Et enfin, hyper important, en bas, je supprime le cookie parce que sinon je n'ai pas de cache. Et donc le petit header qui la réponse, on va rajouter en fait le header vary sur X-role et cookie. Parce qu'en fait, cookie, certes, il n'est pas utilisé par le CDN ou Varnish, il n'est pas utilisé par Varnish pour varier, mais en fait, dans le navigateur de l'utilisateur, lui, la page, si on lui a dit la page est en cache un quart d'heure et qu'entre-temps il se connecte, et il risque d'avoir toujours la même page qui s'affiche parce que sa page est en cache. Donc il faut varier sur les cookies. Et juste un petit rappel par rapport à ce header vary, on met toujours le accept encoding dans le vary. Pourquoi? Parce que quand il y a des gars qui font un curl sur votre site, ils ne prennent pas une réponse qui est encodée, qui est GZIP. Et du coup, les visiteurs suivants, ils ont une réponse qui n'est pas GZIP. Et à l'inverse, si tout le monde navigue avec son browser, donc il y a des réponses GZIP, en fait, si vous faites un derrière sur une réponse GZIP, vous verrez compresser, donc ce sera lisible. Donc toujours varier sur accept encoding et après rajouter vos headers vary spécifiques. Donc voilà, sur la partie vary, en gros, ça c'est comment aujourd'hui AliExpress ça marche. Sur la partie premium. Maintenant, on va voir comment on gère finalement des pages avec des TTL différentes. Je ne sais pas qui connaît les ESI ici. Qui a déjà utilisé? Ouais, il y a déjà beaucoup de monde. Bon, ça va faire un petit rappel pour ceux qui ne connaissent pas bien, ceux qui ne connaissent pas. En gros, les ESI, on a une page, dedans on met des balises ESI, et la balise ESI permet d'intégrer des sous-pages, des sous-requêtes. Alors, le gros avantage,
au niveau cache, c'est par exemple d'avoir des modules de la page qui vont avoir une durée de cache bien supérieure. Par exemple, si vous êtes sur un site de news, que vous avez l'article, vous voulez qu'il y ait 1 minute de cache sur l'article, parce qu'il peut être amené, le titre peut changer très rapidement pour que les journalistes soient actifs. Et par contre, vous avez une colonne de droite avec plein d'articles, avec les derniers lus, et puis ça peut prendre du temps à être généré. Bah, vous pouvez avoir une partie qui est 1 heure de cache et la page à 1 minute. Et le gros avantage aussi, c'est que ces blocs peuvent être partagés sur plein de pages. Donc vous pouvez générer une fois pour 1 million d'articles. Et du coup, la TTL, en fait, systématiquement prend le temps de cache de minimum de tous les temps de cache. Bon, aujourd'hui, en fait, les ESI, on a plusieurs façons de les supporter. Ou bien on le fait au niveau Varnish, sur notre stack, ou bien on le fait directement au niveau Akamai du CDN. On peut le faire Apache Traffic Server, c'est un peu comme Varnish. Ou alors on peut le gérer directement dans Symfony. Alors, il y a plusieurs avantages, par exemple, à utiliser Akamai. Pourquoi le premier avantage d'Akamai, c'est qu'il va gérer les ESI de manière parallèle. C'est-à-dire que si vous mettez plusieurs ESI sur votre page, vous aurez tout qui est résolu en même temps, alors que sinon vous allez devoir attendre que chaque réponse soit résolue l'une après l'autre. Et le moins performant, c'est Symfony HTTP Cache, d'une, parce que le cache il est sur disque, et de deux, parce que c'est du code PHP. Et surtout, la stratégie souvent des ESI, c'est d'essayer d'être au plus proche de l'utilisateur. Parce qu'en fait, quel que soit le niveau où vous allez mettre votre ESI, le niveau de cache au-dessus, il aura une page complète. Donc du coup, il n'aura pas moyen de... Enfin, comment dire... Enfin, la page, elle est complète, donc on ne peut pas faire varier les petits éléments au niveau supérieur. Ouais, donc là, je vais vous montrer vite fait une petite démo de... Ça, c'est une page avec un ESI, où en fait, on voit, en gros, là, j'ai affiché, donc ça, c'est affiché par la page principale, affiché par un ESI, et on voit qu'en fait, ça a 10 secondes de cache, et ça n'a pas de cache. Donc quand on rafraîchit, la page, donc il n'y a pas de cache, donc ça se rafraîchit, et au bout de 10 secondes, le SI, il se rafraîchit. Voilà. Vous avez vu? Non, en fait, le truc, je peux vous montrer ce que je veux montrer là-dessus. C'est en fait, si on met si on a un traitement qui est lourd, genre qui met 1 seconde, ça c'est super lourd. En fait, du coup, on a des vraies différences. C'est pas comme ça. Voilà, donc là, elle met 10 secondes, elle met 1 seconde à s'afficher. Là, c'est instantané parce que la page est en cache. Et là, elle remet 10 secondes à s'afficher. Et ce que je veux vous montrer maintenant sur le... c'est que si on met plusieurs ESI, là, en fait, j'ai plusieurs fois le même ESI, donc ça va très très vite. Par contre, évidemment, si on met des pages différentes,
Là, c'est des pages différentes et on voit que ça met 10 secondes. Pourquoi? Parce que les ESI sont visibles de manière séquentielle. Donc, il faut faire vachement attention avec les ESI. C'est hyper puissant pour le cache, mais dès que votre cache n'est pas frais, ça peut avoir un gros impact sur vos performances. Maintenant, je vais vous parler des problèmes qu'on peut avoir avec le cache. Le cache, c'est bien parce que généralement, les visiteurs, ils vont tous sur les mêmes pages. Du coup, tout le monde a des pages en cache et éventuellement, si on a fait du style content, du Grace, en fait, tout le monde a des pages en cache. Mais Google, il a un comportement super différent. C'est que Google, lui, il va crawler toutes les pages du site et surtout les pages où personne ne va d'habitude. Et donc les pages qui ne sont pas en cache. Et votre serveur, il n'est pas forcément dimensionné pour que Google il vienne crawler tout d'un coup. Et du coup, il peut arriver qu'il tombe. Donc ça, c'est le truc à éviter à tout prix. C'est l'erreur Varnish quand le back-end il n'en peut plus et il répond je réponds plus. Donc pour éviter ça, il y a une stratégie dans Varnish qui est le stale content. Donc c'est un peu comme le Grace, c'est le principe de lui dire quand le back-end il répond pas, tu lui renvoies ce que tu as en cache. Il vaut mieux que tu lui renvoies un truc périmé plutôt qu'un truc pour rien du tout. Et après, il y a même une autre stratégie qui est en fait ce que tu disais tout à l'heure, c'est le prefetching. Donc ça, c'est l'équivalent du Grace dans Akamai. C'est le principe que on va interroger une page, on va renvoyer à l'utilisateur une page expirée, et en fait, en asynchrone, le CDN va aller rechercher la page dans son cache. Et donc à Google, finalement, on va lui donner que des pages expirées. Mais bon, ça ne change pas grand-chose. Voilà, comment on fait maintenant pour mesurer l'efficacité de son cache? Parce que, en fait, on sait pas. Ce qui est important de savoir, c'est finalement combien de pourcentage des utilisateurs on sait que leur page en cache et tout. Varnish, il a des outils, donc le Varnish Stat, Varnish Log, Cedexis, qui est en gros un. Je ne sais pas si tu veux expliquer ça. En fait, Cedexis, c'est simple, c'est juste un petit JS que vous posez sur votre page. Et lui, en fait, ce qu'il va faire, c'est que si vous avez plusieurs CDN, ce qui est mieux d'ailleurs, souvent que d'utiliser un CDN, parce que si vous êtes un peu piné, vous avez plusieurs CDN, ce qu'il fait, il va calculer le CDN le plus performant et du coup le sélectionner pour votre utilisateur et utiliser le CDN le plus proche. Du coup, ça c'est super pratique et il peut le faire aussi sur des CDN que vous n'avez pas. Donc, ce qui est pas mal, avant de choisir un CDN, vous mettez ça sur votre site. Voilà, il va calculer en fait pour tous vos utilisateurs le meilleur CDN qui aurait été. Et du coup, vous pouvez dire, ok, celui-là, il est bien, voilà, il est moins cher ou il est plus cher. Enfin voilà, et du coup, vous pouvez le choisir. Donc ça, c'est super pratique. Et enfin, quand vous avez Akamai, vous avez le cache control, le contrôle d'Akamai qui vous fait des graphes un peu de cette gueule-là, qui vous dit un taux de déchargement. Donc le taux de déchargement, c'est quoi? C'est en gros le pourcentage de pages qui vont directement à votre serveur et qui ne sont pas renvoyées par le cache. Donc là, là, on est à 80% de taux de déchargement. Ça veut dire qu'il y a 20% des requêtes qui sont de l'utilisateur vers le serveur. C'est largement améliorable, quoi. Et genre là, ça va être pire en pire. Non, en fait, pourquoi je vous montre aussi ça? C'est que là, on est sur un site avec une audience particulière où vers les 20h, 21h, il y a énormément de visiteurs. Donc finalement, il y a beaucoup de requêtes sur les mêmes pages. Donc le taux de déchargement, il est très bon parce que c'est toujours les mêmes pages qui sont interrogées. Mais quand on va dans la journée qu'il y a moins de monde sur le site, finalement, il y a moins de visiteurs sur les mêmes pages. Donc quand il y a des requêtes faites au serveur, ça compte plus dans le taux, quoi, simplement. Et la nuit, là, c'est surtout Google. Je vous parlais tout à l'heure des ESI et du danger des ESI à en mettre trop.
Ça, donc, c'est pour expliquer. Oh, j'ai spoilé le truc. Ça, c'est pour expliquer. Donc, Varnish, juste, voilà, il ne travaille pas comme ça. C'est-à-dire que quand il résout les ESI, il ne fait pas tout en parallèle pour envoyer toutes les réponses. Il fait l'un après l'autre. Et donc, du coup, si vous mettez 10 ESI qui mettent chacun 100 millisecondes, ce qui est correct pour une appli Symfony, quoi, ça vous fait déjà 1 seconde, ce qui n'est pas du tout bon pour une page. Donc voilà, faut faire attention. Et du coup, la technique là-dessus, c'est d'avoir les systèmes de grace, les systèmes de prefetch, qui permettent d'avoir finalement le résultat directement dans votre cache. Donc les ESI, quand il les résout, en réalité, c'est 1 milliseconde, même pas, parce qu'il est dans le cache, quoi. Voilà, j'en ai fini. Allez, on se cache. Est-ce que vous avez des questions? Moi, j'ai une question peut-être un peu bête. Du coup, Varnish ne gère pas le HTTPS, à moins que ce soit récent. Et du coup, vous êtes obligé d'avoir un Nginx devant qui va le faire pour vous. Bon, alors en fait, ça dépend. Il y a des aussi, nous, chez nous, par exemple, c'est HAProxy qui est devant notre B Varnish. Et du coup, c'est HAProxy lui qui s'occupe de HTTPS, et en sortie de HAProxy, tout est HTTP. Donc notre site, en vrai, il est en HTTP, mais il est sorti pour le client en HTTPS. C'est pas possible de gérer avec HAProxy directement le cache Je pense pas. Ouais, juste par rapport à HTTPS, il y a Akamai qui le gère directement. La plupart des CDN. En fait, et Nginx, en fait, Nginx, tu peux faire le cache. Oui, tu peux faire. Après, il faut voir effectivement, plus tu rajoutes de couches dans ta stack, plus tu rajoutes de latence potentiellement. Ouais, c'est ça le risque. Et en même temps, le cache. Et alors, en fait, le cache, mon expérience de cache avec Nginx, lui, de base, il gère que le cache disque. Donc là, il faut quand même des super machines, parce que si vous avez énormément de trafic avec du cache qui bouge tout le temps, le disque est polymorphe. Et sinon, il faut coder en LUA pour faire du cache dans le même cache ou en mémoire. D'accord. Ouais, j'ai une question par rapport aux X-Cache Develop. Il y a PostHTTP Cache qui fait ça déjà. Ouais, sûrement. Après, alors j'avoue qu'en fait, le Sensio Framework Extra Bundle, je l'ai recodé. Parce que j'avais pas envie d'utiliser les annotations, j'aime pas ça. C'est un principe de vie. Du coup, en fait, c'est piloté par des fichiers XML. Du coup, j'ai tout recodé en me pluguant sur l'ensemble sur tous les événements Symfony. Du coup, voilà, je n'ai pas trop utilisé, mais oui, si ça existe, c'est cool. Du coup, comme Théodo recrute, déjà, il faut aller chez eux. Et après, il y a Eleven qui recrute tous les mauvais qu'il y a derrière. Voilà, qui ne sont pas pris chez Théodo. Donc, allez-y, prenez-les. Du coup, maintenant, pour tous ceux qui veulent, il y a pizza, cookies et bien évidemment boisson.